Est-ce que Jung était nazi? Quelles étaient ses relations avec Freud? Est-ce que le film A Dangerous Method montre bien la vie telle que Jung l'a vécue? Tout ça, je vais y répondre dans plusieurs vidéos. Première vidéo aujourd'hui pour vous présenter Carl Gustav Jung et vous expliquer ce qu'il a apporté à la psychanalyse, quelles sont ses zones d'ombre également, et on verra tout ça dans d'autres vidéos de manière un peu plus poussée. Donc Jung, déjà, Carl Gustav Jung, il est né en 1875 en Suisse dans une famille protestante. C'est important à préciser parce qu'il a été traversé très jeune par des questions spirituelles, des questions de symbolique, mais aussi des questions existentielles qui vont beaucoup marquer sa pensée. Et tout ça, c'est lié à son éducation. Il va se former à la psychiatrie à Zurich, notamment sous la direction de Bleuler, et il va beaucoup travailler sur les associations de mots en lien avec la psychose. En gros, il est rentré dans la psychanalyse par la clinique et pas parce qu'il aurait un intérêt personnel ou philosophique sur la question. Très vite, il va rencontrer Jung, il le rencontre en 1907, donc il avait 32 ans, si je sais bien compter. Il va rencontrer Jung, n'importe quoi, il va rencontrer Freud, bien entendu. Donc Jung rencontre Freud en 1907, et Freud, là, il est vraiment hyper intéressé par ce jeune homme. Il voit en lui un héritier, en réalité. Un héritier, non pas de sa pensée stricto sensus, mais surtout quelqu'un qui va être capable de prendre le relais et de donner à la psychanalyse un nouvel essor et une reconnaissance internationale, chose que Freud a eu du mal à mettre en place, ou seulement sur les dernières années en fait, de sa vie et de son travail. Et effectivement, pendant plusieurs années, Jung va vraiment défendre la psychanalyse, il va même devenir le président de l'Association psychanalytique internationale, il va vraiment contribuer à la diffusion des idées sur la psychanalyse et de la psychanalyse en dehors de l'Autriche, où jusqu'à présent tout était un petit peu condensé. Mais il y a des désaccords quand même très vite, et quand je dis très vite, c'est au bout de 2 ans. Les désaccords, je vous en parlerai plus concrètement dans une autre vidéo, mais les désaccords, c'est surtout sur la sexualité infantile, le fait que pour Freud, ça se soit central et que toute sa théorie psychanalytique soit basée là-dessus. Pour Jung, la libido, ce n'est pas qu'une libido sexuelle, c'est une énergie psychique globale. Donc là-dessus, ils ont 2 points de vue très différents, Freud et Jung. Et puis, voilà que Jung s'intéresse de plus en plus aux mythes, aux symboles, aux religions. Et dès 1913, donc seulement 6 ans plus tard, on peut dire que leur relation connaît un point de rupture et Jung quitte la psychanalyse freudienne. Ça ne se fait pas facilement pour lui. Il ne sort pas la tête haute en disant « moi j'ai raison et je sais mieux que tout le monde ». Il traverse à ce moment-là une crise psychique très profonde. Il va parler notamment de rêves très envahissants, de visions. Et ce qu'on retrouve au niveau clinique, c'est qu'il a un sentiment de désorganisation interne très fort. Pour autant, il choisit de ne pas pathologiser du tout son expérience, mais plutôt de l'explorer méthodiquement. Et c'est ce qui va donner lieu à un livre qu'il va publier plus tard, qui recueillera toutes ses pensées et toutes ses explorations du moment. Ça s'appelle le Livre rouge. Donc cette espèce de traversée du désert, très subjective, ça nourrit directement sa théorie. Il va l'appuyer là-dessus, sur ce qu'il a vécu, sur ses difficultés, sur ses visions. On va essayer de réduire à quelques mots la psychologie analytique qui est à la base de la pensée jungienne, même si effectivement réduire la psychologie analytique à Jung serait trop réducteur, et surtout réduire Jung à quelques concepts clés est vraiment beaucoup trop réducteur. Mais bon, s'il faut en citer quelques-uns, déjà le plus important, c'est l'inconscient collectif, enfin plus important à mon sens. Il part vraiment du principe que le psychisme est interne dans une personne, mais il est aussi partagé par l'humanité, au-delà vraiment de l'histoire individuelle d'un individu. C'est comme s'il y avait une espèce de psychisme général qui nous gouverne tous et nous influence tous. Le deuxième point extrêmement important et le plus original sans doute de sa théorie, c'est la création des archétypes.
Il étudie énormément de sociétés humaines et il en conclut qu'il y a des formes universelles. Il y a dans tous les contes, dans toutes les structures sociales, l'image du héros, l'image de la mère, l'image de l'ombre, et que tout ça, ça structure finalement l'expérience psychique, quelle que soit notre appartenance sociale, quel que soit notre âge, notre éducation. On peut citer aussi le processus d'individuation, qui pour lui est en fait ce chemin de transformation psychique par lequel on passe et qui nous mène petit à petit à être un être humain plus intégré, avec une unité plus intégrée. Et enfin, je veux quand même citer le rôle du symbole, parce que le symbole est quelque chose de très important dans la pensée jungienne. Pour lui, un symbole, c'est pas à interpréter de manière réductrice, c'est quelque chose qui est à vivre et à élaborer. Je ne rentre pas plus ici dans les détails parce que pour comprendre Jung, il faut lire Jung, il faut interpréter Jung et je ne peux vraiment pas développer ça en l'espace de 5 minutes. En tout cas, ces concepts-là, il y en a d'autres, mais ces concepts-là, si je les ai listés, c'est parce que ces 4-là ont une influence vraiment très importante sur la psychanalyse générale et bien au-delà de simplement le champ clinique. Là où, par la suite, il y a une vraie séparation entre Jung et la psychanalyse, c'est qu'il s'éloigne radicalement de Freud sur la notion du refoulement, sur la notion du complexe d'Édipe et sur tout ce qui est donc sexualité infantile, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que ce soit l'organisateur central de l'individu. Pour autant, il va garder certains éléments de la psychanalyse, comme le fait qu'il y ait un inconscient. Ça, il ne le remet pas en cause. Il considère toujours que l'existence, qu'est avérée l'existence d'un inconscient dans chacun d'entre nous. Il considère toujours que les conflits psychiques sont véritables et qu'il y a une importance également du transfert dans la relation thérapeutique. Donc on ne peut pas dire qu'il soit freudien du tout, mais il conserve quand même ce qui l'intéresse dans les bases de la psychanalyse freudienne. C'est, je pense, à partir de là que différents champs de psychanalyse apparaissent, et c'est pour ça que je reviens toujours à ça. On ne peut pas dire que la psychanalyse, c'est quelque chose qui est freudien. Ça se joue sur quelque chose de bien plus large, puisqu'il y a eu de nombreux désaccords, de nombreuses interprétations et de nombreux sujets de recherche, autres que simplement la vision freudienne de base. Là où il y a un petit peu de trouble avec le personnage et l'histoire de Jung, c'est que dans les années 30, il a quand même des positions qui sont assez ambiguës. Déjà, il va avoir des propos assez problématiques sur les psychismes nationaux. Il va prendre la présidence d'institutions qui étaient très officiellement sous influence nazie à l'époque. Il ne va pas prendre de position très claire au début du régime nazi. Pour autant, à noter qu'il ne sera jamais membre du parti nazi, mais le fait qu'il ait eu des écrits très tendancieux et des silences extrêmement longs sur toutes ces questions-là, tout ça a été très très critiqué et c'était légitime. Ceci dit, par la suite, il prendra ses distances avec le nazisme. On sait qu'il aidera des analystes juifs à se sauver, mais il ne prendra jamais officiellement position pour effacer toutes les ambiguïtés du départ. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui continue de fasciner, déjà parce qu'il nous parle de symboles, il nous parle de transformation, il nous parle de sens. Tout ça, c'est un peu magique. On est vu de l'extérieur pour quelqu'un qui n'est pas plongé dans la psychologie jungienne. Ça donne envie, ça a un petit côté chamanique qui nous fait plaisir. En fait, s'il nous fascine aujourd'hui, c'est parce qu'il va ouvrir une porte entre la psychologie et la culture, et encore plus loin, entre la psychologie et le spirituel. Chose qui n'était pas là à la base dans les concepts purement freudiens. Il dérange toujours aujourd'hui parce que son œuvre est souvent récupérée de manière ésotérique,
et où on occulte une bonne partie de ses écrits pour ne parler que de la partie magique, spirituelle. Il a quand même des positions historiques très problématiques, et ça reste problématique encore aujourd'hui. Et puis le fait qu'il se soit éloigné de la psychanalyse freudienne, parfois, selon si ça arrange ou non, ce fait-là est complètement occulté, flouté, nié, parce que des fois ça fait plaisir aussi de dire oui mais il était psychanalyste donc il était freudien. Bref, ses écrits sont quand même très complexes, sa pensée était extrêmement complexe, et malheureusement, souvent aujourd'hui elle est récupérée et simplifiée pour, de manière inconsciente sans aucun doute, mais pour soutenir tel ou tel argument, tel ou tel mouvement. Donc en résumé aujourd'hui, Jung c'est toujours une figure majeure de la pensée psychologique. Il a été une pensée vraiment en haut du panier de la pensée psychologique du XXe siècle, mais encore aujourd'hui il reste très étudié parce qu'il intéresse et parce qu'il est loin d'être facile à décoder. On peut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert des nouvelles voies, que la rupture qu'il a faite avec la psychanalyse freudienne, c'est une rupture théorique très profonde et qui n'a pas été sans dommage pour lui, hein, d'ailleurs. On peut dire que son œuvre est extrêmement féconde, il a beaucoup écrit, son parcours est très complexe, ses écrits sont très complexes, donc il fascine toujours. Et aujourd'hui, quand on pense Jung, c'est vraiment important comme base première de ne pas l'idéaliser, de ne pas le condamner à tout prix, de manière simpliste, de ne pas non plus penser que sa théorie et ses idées sont une clé absolue, une voie de communication absolue vers l'inconscient, vers des mondes parallèles, vers tout ce qui est monde de l'invisible. Il faut vraiment éviter de le simplifier tant au niveau de ses théories qu'au niveau de l'humain qu'il était, parce que, voilà, malheureusement et heureusement, ce n'est pas quelqu'un de simple. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de Jung et de Freud de manière un peu plus poussée. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de Jung et du nazisme. Et puis, il y a quand même différents sujets dont j'aimerais vous parler au-delà de simplement A Dangerous Method, le film en lui-même dont on a parlé et sur lequel effectivement il faut faire un point assez important. Parce qu'il est extrêmement simplificateur et il a beaucoup dramatisé les choses, créé, comme on peut dire, une relation amoureuse qui était loin d'être si simple et mignonnette. À ce sujet, j'aimerais vous parler d'ailleurs de Sabina Spielrein, qui est évoquée dans le film, qui a été une figure fondatrice de la psychanalyse et qui a été très longtemps invisibilisée par sa relation professionnelle, amicale, mais aussi amoureuse avec Jung. Donc je vous parle de tout ça dans de prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.